Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Changer votre vie en 70 jours. Cet épisode est tiré d'une présentation PowerPoint que j'avais créée pour présenter le concept et des groupes et des personnes où je vis en Suisse. Je vais donc commencer par me présenter. Je m'appelle Yariad Gadol, je suis psychologue, psychothérapeute et je vis et travaille à Lausanne, en Suisse, dans le parti francophone. Comme vous pouvez entendre, je suis anglais et je parle le français d'une façon un peu étrange. La plupart des gens, je l'espère, comprendront. Je travaille comme psychologue depuis plus de 25 ans. Je suis formé à la thérapie familiale et systémique. Et voilà, on commence. Quel est le défi? Bonne question, quel est le défi? Le défi, c'est un cadre, une structure et un système de soutien. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il y a une date de début et une date de fin. Ça veut dire un cadre. Il y a plusieurs étapes qu'on s'attend à franchir à différents moments. Mais ça, à vous à décider. Mais le plus important, c'est qu'il s'agit d'un système de soutien. Je suis là pour vous aider et à vous motiver. Je suis là pour vous soutenir. Et pour ça, je serai sur YouTube 6 jours par semaine. Merde pour moi. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai jamais fait avant, mais on verra. C'est censé d'être en direct. C'est censé d'être 6 jours par semaine. Comme j'ai jamais fait, on verra. N'importe. Nous allons voir comment cela fonctionne. Mais c'est le concept. Maintenant, l'autre chose sur laquelle je dois être très clair, c'est que 100% gratuit. Oui, c'est 100% gratuit. Vous n'avez pas besoin d'acheter une app, bien que j'espère en produire une plus tard, je sais pas quand. Vous n'avez pas besoin d'acheter les livres, bien que j'espère écrire un livre théorique sur le défi des 7 jours et un journal que vous pourrez remplir et qui vous motivera au quotidien. J'espère que le journal serait prêt pour ce défi, mais je ne suis pas sûr. J'avais pris beaucoup de temps sur les vidéos et ça m'a quand même fait un peu de retard, mais on verra. J'ai pas encore commencé, mais nous en verrons bien. Voilà. Je répète, c'est 100% gratuit. Je n'ai pas besoin de votre numéro de téléphone, de votre adresse électronique, votre email, d'un contact direct. J'ai pas besoin de même votre nom. Et certainement pas votre carte de crédit ou toute autre information. Si vous souhaitez me soutenir sur Patreon, vous pourrez bien le faire. Mais c'est vraiment, vous décidez si vous ressentez le besoin ou l'envie de m'aider financièrement. Mais c'est certainement pas une obligation. Comme déjà mentionné plusieurs fois, c'est totalement gratuit. C'est comme ça qu'il a été créé et je vais gagner l'argent d'un moment à l'autre, d'une manière ou l'autre, mais on verra par la suite. Ce défi, ce qui n'est pas, mais il faut voir ce qui n'est pas. Cela n'est pas un programme. Ce n'est pas quelque chose qui vous dit quoi faire. Faites ci, faites ça, vous faites l'autre. Non. Et pourquoi il ne s'agit pas d'un programme? Parce que chacun doit créer ses propres défis. Et quelque chose incroyablement important, c'est le fait que vous décidez ce que vous voulez changer. Je répète, ce que vous décidez que vous voulez changer. C'est à vous. Il y a un formulaire à remplir que je vous montre ici, mais c'est pas vraiment pour cet épisode. Dans le prochain épisode, je vous aide de remplir ce formulaire, mais c'est bien de bien écouter ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, parce que ça vous aide de remplir. Cette formulaire vous aide à décomposer tous les différents détails que je vais aborder sur la façon de faire et de ne pas faire, des stratégies, des systèmes de soutien, toutes des choses qui sont des choses que vous pouvez créer avec le soutien ou avec votre propre structure, notre structure.
mais c'est à vous de le faire. Donc, ne donne pas un soutien individualisé, ce n'est pas individuel de mon côté. Il s'agit bien d'une décision individuelle de votre part. C'est votre affaire, c'est votre travail, c'est votre création. Et j'espère que c'est votre victoire. Voilà. Donc, ce que je propose n'est rien individualisé. J'ai bien sûr mes propres passions, donc certains suivront le défi des 7 jours aussi. Ils vont bénéficier évidemment d'une thérapie que les accompagner dans le défi. C'est juste normal. Voilà. Donc, c'est uniquement individuel que pour mes patients. Mais si vous me contactez, si vous m'écrivez quelque chose, donc dans cette logique-là, on verra par la suite. Ce que vous avez peut-être besoin, c'est de trouver des experts qui peuvent vous aider à relever ce défi, afin qu'ils puissent vous apporter l'aide, le soutien individuel que vous avez besoin. Voilà. J'ai aucun contrôle sur vous faites ou vous ne faites pas. C'est vraiment à vous à décider. Donc, si vous êtes ici et que vous dites, hey Gary, je fais ceci, je fais cela, et nous dirons super, c'est merveilleux, nous espérons que d'autres personnes vous soutiennent dans votre démarche. Mais si vous ne faites pas, si vous abandonnez, si c'est trop pour vous, c'est votre affaire. Oui, nous sommes là pour vous aider, vous soutenir et vous motiver. Mais si, pour une raison ou l'autre, cela ne fonctionne pas, c'est pas la fin du monde. En outre, je prévois de faire d'autres défis, d'autres challenges, toute la longue de l'année. Et pour les années à venir, si les choses se passent bien. Question. Pourquoi 70 jours? Eh bien, c'est suffisamment court pour ne pas être intimidant, pour ne pas être trop long. Je veux dire que je comprends que 70 jours, ça semble beaucoup, mais 10 semaines, 70 jours, c'est faisable, c'est jouable. Si quelqu'un dit, vous savez, faites-le pendant 6 mois ou une année, ça semble impossible, trop long. Mais 70 jours, oui, on peut le faire. C'est possible, je le promets. Enfin, il est suffisamment long pour créer les différences. Ainsi, vous pouvez réellement voir les différences dans ce que vous faites. Je parle toujours de ma perte de poids et d'autres choses de ce genre parce que 7 jours suffit pour voir des changements. Donc, comme vous verrez, une étude a été réalisée par Lally, Jarzveld, Potts et Vardel. J'espère que c'est bien comme ça. Si vous lisez ce qui est écrit, ce qui est le plus important, vous ne pouvez pas tout voir, c'est trop petit et trop long, c'est que la durée médiane du changement était de 66 jours. Ça signifie, si vous continuez à faire quelque chose pendant 66 jours, avec ou sans quelques pauses au milieu, il y a une très forte probabilité qu'après vous allez avoir fait, vous allez continuer à le faire. Curieusement, je dis curieusement parce que quand même c'est juste par hasard que j'avais trouvé, une écrivaine, Rachel Hollis, a écrit un livre qui s'appelle Girl, Stop Apologizing. Girl, arrête de t'excuser. Et elle a mis son public un défi de faire des choses pendant 70 jours. Mais pour elle, c'est 70 jours d'affilée. Donc, si vous commencez à vous manquer ou si vous oubliez, il faut recommencer zéro. Pour moi, les 70 jours, c'est 70 jours en total, même si vous loupez un peu. Si vous le faites, s'il ne le faites pas, c'est vraiment votre affaire. Mais quelqu'un d'autre a également eu l'idée de 70 jours. Et je trouve quand même que c'est raisonnable. Donc, je pense sur ça. Voilà, la prochaine. Quelles sont des étapes de changement? Question intéressante. La première question à se poser est donc le suivant. Est-ce qu'il y a une habitude que je souhaite changer? J'imagine que vous êtes en train de regarder ça parce que la réponse est oui. Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire?
S'agit-il d'un objectif que je peux me fixer? C'est des questions toutes basiques. Pouvez-vous quantifier votre objectif? Quantifier. C'est combien? Pouvez-vous réellement dire, je veux faire celui ou cela, ou bien je veux arrêter de faire celui ou cela, ou faire moins? Si vous ne quantifiez pas, il est beaucoup plus difficile de vous accrocher parce que vous ne savez pas vraiment où vous êtes allé, où vous êtes. Je reconnais que lorsque j'ai commencé mon premier défi en janvier, je répète souvent, mon objectif était de perdre du poids, d'être plus en forme, d'avoir meilleure apparence. Et il n'y a rien de très précis, je l'admets. Mais je pense pour que la plupart des gens, il est beaucoup plus utile d'avoir un objectif quantifiable. Au fond, ils puissent voir où ils vont, quelle étape qu'ils franchissent et jusqu'où où ils sont allés. Parce que lorsque je fais une thérapie avec beaucoup de gens, je leur dis qu'il ne s'agit pas d'avoir atteint leur objectif. Il s'agit de savoir où vous en êtes. Est-ce que vous avancez toujours à une vitesse raisonnable dans de bonne direction? C'est que ça, je demande de mes patients. Et pour moi, aller à une vitesse raisonnable dans la bonne direction est la chose la plus importante. Mais si vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où vous venez, vous ne savez pas combien de pas vous avez déjà fait. Ainsi, si vous dites, d'accord, je vais marcher 10 kilomètres, que vous avez parcouru 5, vous pouvez vous dire, ah, j'ai atteint la moitié du chemin. J'ai fait la moitié du chemin, je peux continuer. Mais si vous dites, cela fait des jours que je marche et je n'ai aucune idée de la distance que j'ai parcourue, vous allez perdre confiance en vous-même. Vous allez perdre votre motivation. Et donc, très important de savoir où on va et de où on vient. La question suivante est de savoir quels sont les avantages d'un changement d'habitude. Quels sont les avantages de perdre du poids? Quels sont les avantages de quoi qu'on soit? Votre motivation est donc également basée sur des avantages. Et les avantages, c'est peut-être être en meilleure santé, plutôt arrêter de fumer, perdre du poids, être en forme. Mais il y a aussi des petites motivations que vous pouvez intégrer à cela. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont arrêté de fumer. Et j'ai dit que pour chaque paquet de cigarettes, non. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient envie d'arrêter de fumer. Et j'ai dit, pour que chaque paquet de cigarettes que vous ne fumez pas, mettre 10 euros, 10 francs, 10 dollars dans le pot, et très vite, vous aurez 100 dollars, 100 euros, 100 francs. Je peux continuer de dire ça. Vous pouvez sortir cet argent, quel que soit l'argent, vous l'utilisez, et faire quelque chose de bien avec, ou vous achetez quelque chose. Si votre objectif, c'est de perdre du poids, d'être plus mince, achetez-vous des beaux vêtements, ou autre chose. Accordez-vous donc aussi une sorte de bénéfice spécifique de cela au fur de route. Y aurait-il des inconvéniences? Il y a toujours. Il y a toujours quelque chose qui pose problème, parce qu'en fin de compte, si vous n'avez pas encore fait, donc il y a des bonnes raisons pour lesquelles vous n'avez pas fait. C'est donc une question très importante. Pourquoi j'ai cette habitude et pourquoi je suis dans cette situation? Car certaines personnes s'y sont tout simplement habituées. Vous savez, dans ma famille, tout le monde fume, alors je commence à fumer, et voilà. C'est très bien. Mais des autres personnes qui disent, oui, je commence à me droguer parce que j'étais violé et au bateau où je me suis senti maltraité et ça m'a permis de me sentir un peu mieux. Ou bien, j'ai eu un grave accident et j'ai commencé à prendre les antidouleurs, puis je me suis habitué à les prendre et c'est très difficile d'arrêter. Il y a beaucoup en Amérique qui est dans cette situation. Donc, nous devons donc examiner comment vous avez commencé à prendre des drogues, etc.
et quels sont les avantages. Car si, par exemple, vous prenez des drogues, vous vous sentez mieux parce que vous prenez la drogue. Si vous buvez, vous vous sentez mieux parce que vous buvez. Imaginons. Manger. J'adore manger. Je me sens bien. Il y a donc de nombreux avantages à nos mauvaises habitudes ou de nos habitudes malsaines, plutôt. Il s'agit peut-être d'une activité sociale. Vous allez peut-être boire un verre avec des amis. Peut-être vous fumez avec des amis. C'est une des façons les plus courantes pour s'aider de rencontrer quelqu'un. Si vous fumez une cigarette, vous offrez une cigarette, on fume une cigarette ensemble, voilà. C'était vraiment une façon de rencontrer les gens. Je dis plutôt dans le passé, mais ça existe quand même un peu toujours. Nos mauvaises habitudes ou nos mauvais comportements présentent de nombreux avantages. Nous devrons donc être conscients, car nous devrons aussi savoir comment les compenser. Nous nous demandons alors comment compenser cela. Alors, oui, arrêtez de fumer, peut-être devenu prendre les chiclettes avec la nicotine. Et certaines personnes prennent le sucreries, les bonbons. Pour les personnes déprimées, le sport est souvent très utile. Il faut donc essayer de voir ce qu'on peut faire pour compenser. Et pour ça, il faut vraiment regarder pourquoi vous fumez ou vous faites ça. Et ça, on va traiter juste un peu plus long, un peu plus tard. Une autre chose très très importante, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on répète une mauvaise habitude, c'est pas toujours la même chose. Vous dites qu'une cigarette, c'est une cigarette, qu'une verre, qu'un médicament est un médicament. Mais non. Ce que j'ai découvert au cours de ma longue expérience et de nombreuses réflexions sur les personnes souffrant d'addiction, c'est que les différents moments ont des différentes raisons. Par exemple, si vous pensez à quelqu'un qui fume, la première cigarette du matin peut être due à un manque de nicotine. Il faut faire monter la nicotine un peu plus haut parce qu'il s'agit d'un véritable médicament pour éviter le sévrage. C'est un truc. Ensuite, la cigarette, le café pour un petit-déj, bien, la cigarette et le café, c'est le petit-déj. Ce n'est pas un petit-déj si vous ne prenez pas une cigarette avec votre café. Qu'est-ce que vous pensez? Puis, au milieu du matin, vous fumez une cigarette parce que vous êtes peut-être sorti avec des amis, que vous avez pris un café ou une cigarette avec eux. Ensuite, vers la fin du matin, vous commencez d'être stressé parce que votre patron vous donnait du fil retors. Et là, vous n'arrivez plus à faire face à ce que vous faites. Donc, alors, vous sortez, prenez une cigarette, vous faites une pause. Cela permet de lutter contre le stress. Donc ça, c'est une cigarette contre le stress. Mais à l'heure de déjeuner, ça veut dire à midi, à nouveau un repas, après un verre, etc., cigarette. Encore une fois, peut-être un moment de sociabilité. Dans l'après-midi, peut-être encore un autre moment de stress. Vous avez peut-être reçu une mauvaise nouvelle, vous n'arrivez pas à le digérer. C'est à ce moment-là que la cigarette sort. Ainsi, au fur et à mesure que vous avancez, il y a aussi des cigarettes sociales du soir et d'autres choses de ce genre. Peut-être la dernière cigarette du soir, c'est d'assurer qu'on a assez de nicotine dans le corps pour tenir le coup toute la nuit. Je me souviens de mon frère. Je me souviens qu'il est sorti à 11 heures le soir et à 11 heures le soir pour essayer de trouver un distributeur de cigarettes. À l'époque en Angleterre, j'étais ado, donc quand même, ça fait quand même 50 ans. Oui, je viens d'Angleterre, bien sûr. Il y avait des distributeurs de cigarettes un peu partout dans la ville. On pouvait acheter des cigarettes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui était quand même nécessaire pour lui. Je me souviens d'être sorti à 11 heures parce qu'elle avait besoin d'une cigarette. C'était affreux. Mais cela fait partie de la dépendance, n'est-ce pas? Ça fait partie des habitudes. Il est donc bon de se demander quelle cigarette je fume ou pourquoi je fume cette cigarette. Et quel que soit le comportement que vous avez, pourquoi est-ce que je fais cela? Je ne pense pas que chaque fois que vous adoptez le même type de comportement, c'est pour la même raison. Veillez à ce qu'il y ait différentes choses qui se ressemblent
mais qui ne sont pas nécessairement authentiques. Voilà. Alors, qu'est-ce que le défi changerait? Et comment des choses deviennent-elles différentes? Par exemple, vous arrêtez de fumer, que se passe-t-il lorsque vos amis sortant fument une cigarette? Irez-vous avec eux et ferez-vous en sorte de ne pas fumer pendant qu'ils fument? Ou bien resterez-vous à l'intérieur, ne sortez pas, mais vous restez toute seule ou avec les non-fumeurs? Ce sont des questions qui viennent de la peine d'être posées, qui valent. Ce sont des questions qui valent la peine d'être posées. Une autre question que je trouve intéressante est la suivante. Combien de fois par jour, par semaine, par mois, dois-je confirmer ma décision de changer? Parce que oui, je veux faire quelque chose, jusque ça soit bien. J'ai pris la décision, voilà, c'est fait. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je répète la question. Combien de fois devons-nous décider de changer une habitude? Et la réponse est aussi souvent que nous pratiquons l'habitude que nous voulons changer. J'explique. Si vous prenez 3 repas par jour et vous grignotez 2 fois par jour, cela signifie que si vous voulez perdre du poids, vous devez prendre cette décision 5 fois par jour. Chaque fois que vous mangez habituellement, chaque fois que vous prenez un repas, à chaque fois que vous prenez une collation, et si par exemple vous pratiquez le jeûne intermittent, vous vous dites, d'accord, je vais manger pendant 8 heures au cours de la journée. Ce qui signifie que pendant 16 heures, oui, vous dormez peut-être pendant 8 heures, mais pour les 8 autres heures, qui dépendent probablement de la façon que vous organisez, pour la plupart des gens qui pratiquent le jeûne partiel, le jeûne intermittent, ils ne prennent pas le petit-déj, ils ne prennent pas la collation 10 heures, ils ne prennent pas le déjeuner, le repas de midi. Ou s'ils déjeunent, ils le font très très tard. Ce qui veut dire qu'au moins pour le petit déjeuner et la collation de vous le maintenez, et si vous devez déjeuner, vous ne mangez pas comme d'habitude. Ça signifie que à ces 3 moments, une partie de votre psyché, parce qu'étrangement, vous n'avez pas faim, c'est une façon que votre esprit fonctionne. Mais ça, c'est une autre conversation. Mais dans ces situations, on se dit que, c'est le petit déjeuner. Et vous vous dites, je ne vais pas prendre ce petit déjeuner. Je suis à jeûne. Oui, c'est un café, un biscuit à 10 heures. Non, je suis toujours à jeûne. C'est midi. Ces gens partent manger. Non, je vais prendre une salade plus tard dans l'après-midi. Ça l'a fait 3 fois sur 5 que vous devrez prendre la décision de perdre du poids. Le perdre du poids, ou même si vous mangez quelque chose de différent, vous vous dites, d'accord, je ne vais pas manger ce que je mange comme d'habitude. Voici un croissant, un pain au chocolat, un toast, de la confiture, ce que vous avez l'habitude de manger. Mais je ne vais pas manger cela. Je vais manger quelque chose de plus sain, et ce qui m'aide à perdre du poids. Encore une fois, il s'agit de nombre de fois par jour. Si vous fumez peut-être une 10 ou 12 cigarettes par jour. Vous fumez beaucoup plus, mais on parle de ça pour le moment. Chaque fois que vous prenez une cigarette, vous devez vous demander si vous allez le fumer. Et si je le fume, vais-je le fumer en entière? Des fois, je suggère les gens de fumer pas toutes les cigarettes. Donc, vais-je fumer une partie de la cigarette? Vais-je avoir une alternative à la cigarette? Etc., etc. Ainsi, si vous avez l'habitude de fumer 12 cigarettes par jour, vous devrez prendre la décision de ne pas fumer 12 fois par jour. Ce n'est pas compliqué. D'un autre côté, s'il y a des choses que vous ne faites pas, par exemple, je n'irai pas moi-même au fitness, qui n'est pas la fitness. Ainsi, au lieu de ne pas aller au fitness, je dois prendre la décision d'y aller.
C'est donc une décision 5 ou 6 fois par semaine pour moi. C'est ma nouvelle discipline. Pour la plupart des gens, ce serait peut-être 3 fois par semaine. Mais chaque fois que vous faites quelque chose que vous voulez arrêter de faire, ou faites différemment, ou que vous ne faites pas, vous avez besoin de faire cette décision, de nouveau prendre la décision. Alors, que puis-je trouver pour mettre en place un soutien pour m'aider à faire des changements? Il s'agit donc des personnes, d'amis, des nouvelles façons d'aborder des choses. Nous devons faire preuve de beaucoup plus de créativité dans ce domaine parce que nous n'avons pas l'habitude de le faire, parce que nous n'avons pas l'habitude de changer des choses. Nous devons donc commencer à nous demander ce que nous sommes en train de changer. Ensuite, que puis-je faire pour mettre en place ces changements? Il y a aussi des stratégies. Il y a donc des stratégies de soutien et des stratégies... non. Ensuite, il y a des stratégies. Il y a donc les systèmes de soutien et les stratégies. Les stratégies nécessitent une bonne réflexion. Il est souvent utile de faire appel à des personnes extérieures, souvent des professionnels. Donc, si vous voulez changer quelque chose de médical, quelque chose en rapport avec votre corps, vous devez trouver un professionnel pour vous aider. Évidemment, si vous voulez écrire un livre, faire quelque chose de plus littéraire ou artistique ou quelque chose de ce genre, trouvez un groupe. Trouvez des gens qui ont déjà fait cela, qui s'y connaissent et qui peuvent vous donner des idées très précieuses et précises sur le même de mettre les choses en place. Le plus important dans tout changement est de choisir de faire quelque chose et de commencer. Voilà, une autre réflexion. De quelle situation ou personne associée dois-je me méfier? C'est le petit ami qui vous dit « Allons, on fait du shopping !» Et je vois des beaux vêtements neufs dans le magasin. Et je me dis « Merde, j'essaie d'économiser d'argent pour les vacances. Elle veut que j'accompagne et je vais finir par acheter une nouvelle robe. Ça m'a coûté de l'argent que j'ai pas vraiment. » Ou alors, j'ai un type qui me dit « Ok, allons manger un bon repas au restaurant. » Et c'est comme si c'était mon budget pour le prochain jour, je sais. Il aime aller dans les restaurants chers. Et je finis toujours pour payer beaucoup trop pour ma moitié. Ou alors, on va boire un verre. Et on va tous se bourrer aux gueules. On va tous se bourrer aux gueules. Ils savent tout ce qu'il faut essayer de calmer ma consommation d'alcool. Et ses copains, tout ce qu'ils veulent, c'est de défoncer, se saouler, fumer, boire et tout le reste. Donc, il y a des gens dont il faut se méfier. Parce que leur façon de fonctionner va à l'encontre de ce que vous voulez changer. Et lorsque vous êtes avec ces personnes, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile parce que ils ont leur propre système pour faire des choses. Et souvent, la façon dont ils veulent faire des choses et ce qu'elles considèrent comme approprié, normal et amusant peut ne pas correspondre à ce que vous voulez faire à ce moment-là. Ensuite, vous devez réfléchir au comportement alternatif que vous pouvez adopter pour remplacer vos comportements habituels, n'est-ce pas? Ce point, il m'a été abordé un peu plus haut, mais je répète, parce que quand même, c'est utile de réfléchir. Comme je dis, le patient dans des sucettes, parce qu'il veut une cigarette, mais il existe maintenant une certaine niveau de cigarette, peut être très, très utile. Jogger, peut-être un excellent moyen de gérer les tensions ou la colère, ça veut dire courir. Oui, c'est vraiment bien pour les personnes qui voulaient gérer la colère. J'ai des patients vraiment qui ont profité de ça comme une façon de sortir cette énergie un peu négative. En autre vision, c'est la méditation, les massages. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut mettre en place dans la vie pour aider à changer les comportements qui ne sont pas sains pour nous. Et à trouver quelque chose qui est plus sain et qui s'intègre mieux dans nos nouveaux projets. Enfin, aussi quelque chose que je vais discuter, quelle récompense puis-je m'offrir pour renforcer ma motivation. Donc, comme j'avais dit, une personne qui économise de l'argent en achetant par des cigarettes, et pas acheter d'autres choses, des nouveaux vêtements. Si vous économisez de l'argent, vous pouvez peut-être commencer à planifier des bonnes vacances. Pourquoi pas? Il est très, très important que vous restez motivé en vous disant, je fais quelque chose du bien
Comment vais-je continuer à me motiver de me renforcer? En gardant tout ça à l'esprit, avez-vous un objectif réaliste? Parce que ma façon de penser, ma façon d'aborder la vie, c'est de rêver. Je suis un rêveur. J'aime rêver, j'aime fantasmer, j'aime penser, oh, je veux juste être comme si, je peux avoir cela, et surtout si j'étais riche, je sais pas comment je peux être riche, et je peux faire ça, l'autre. Oui, et je demande si c'est réaliste. Puis-je être optimiste et réaliste? Est-ce que c'est quelque chose que je peux me vendre comme quelque chose que je peux faire et ce que je peux attendre? C'est donc la première chose à faire, c'est d'avoir un grand rêve. Je suis vraiment bien pour les rêves. Ce rêve est-il réalisable? Est-ce que quelque chose de possible? La question suivante, c'est quelque chose que j'ai tendance à poser, et c'est très, très important. Pourrais-je me contenter d'un succès partiel? Si j'ai un grand rêve, j'ai aussi un petit rêve. Avoir quelque chose qui me satisfait et dire, bon, c'est pas exactement ce que je voulais, autant que je voulais, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même un bon pas en avant vers ce que je veux. Parce que si on réussit, par exemple, le défi de 70 jours, si on réussit partiellement, alors pourquoi ne pas s'attendre la prochaine fois, un prochain défi de 70 jours? Parce que, comme je l'ai dit, j'ai l'intention de faire plusieurs par année. Qu'est-ce que ça donnerait? Par exemple, comme j'ai dit, et je continue de dire, je dis chaque fois quelqu'un ne m'entend. Comme j'avais dit en janvier, je voulais perdre du poids, être plus en forme et en meilleure santé, et pour avoir une meilleure apparence. Mais j'ai toujours un gros ventre, une grosse bille. Oui, aujourd'hui, mon gros ventre est beaucoup moins gros et gras que l'été. Je suis clairement plus en forme, en meilleure santé qu'avant, mais je suis pas certainement pas satisfait. Je ne suis certainement pas à où je voudrais être. En effet, j'ai hâte, d'une manière peut-être un peu perverse, de recommencer le prochain défi de 7 jours. En ce moment, je suis dans une période de détente, de petites vacances entre deux défis de 7 jours. Je me permets de manger beaucoup plus que je ne fais autrement, beaucoup de chocolat, toutes autres choses que je ne devrais pas manger. Quand même, je continue à aller souvent au club de fitness. Je ne veux pas perdre cela. C'est beaucoup plus difficile à prendre. Mais je me permets de me détendre et de manger plus parce que je sais que dans quelques jours, je vais commencer un autre défi. Et là, je vais me prendre en main, je vais faire un régime. Quoi qu'on soit, on peut se satisfaire d'un succès partiel. Oui, je reviens là-bas. Surtout pour se motiver à recommencer. L'idée de parcourir une certaine distance, comme ils ont fait, fonctionne avec mes patients, qui viennent pour les médicaments. OK, nous voulons aller assez loin cette fois-ci, et puis la prochaine fois, nous irons plus loin, et encore plus loin, étape par étape par étape. Ce sont nos étapes réfléchies, car 70 jours ne suffit pas pour toutes. Mais dépasser 70 jours, comme je l'ai dit, c'est lourd, psychologiquement et émotionnellement. Et dire, OK, j'ai fait 70 jours, je n'ai pas totalement réussi, donc j'abandonne. Non, ce n'est pas nécessaire. On peut se dire, OK, j'ai fait 70 jours, je suis allé si loin, mais j'aimerais aller plus loin. Je vais m'accorder une petite pause, et puis on repart. Le prochain tour, les 70 jours suivants, et puis on va de plus en plus loin, de plus en plus, et plus en plus loin. Donc, le succès partiel peut être utile. Qu'est-ce que vous empêche d'atteindre votre objectif? Il y a tellement de gens qui disaient, oh, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire cela, mais je n'arrive pas à trouver la motivation. Je n'arrive pas à trouver le ton. Je n'arrive pas à faire ceci. Je n'arrive pas à faire cela. Eh bien, je vous dis que j'ai les dates fixes. Si vous voulez commencer, vous commencez avec
moi. La date est là. Préparez-vous. Nous allons tous partir ensemble. Nous allons tous partir en ligne comme pour une course. Et nous allons tous nous lancer. Et oui, si vous n'arrivez pas de respecter les dates de début parce que vous arrivez en retard, quelque chose comme ça, si vous devez commencer quelques jours plus tard, c'est pas le problème, c'est pas la fin du monde. Mais faites votre mieux. Mais ne vous laissez pas faire. Dites seulement, OK, si je veux changer ma vie, je peux changer ma vie avec le défi de 70 jours, le 70-day challenge. Je vais me lancer. Je vais me lancer et je vais commencer avec tout le monde. Et ensuite, nous verrons comment je vais me débrouiller. Et dans ce cadre, nous devons réfléchir aux obstacles qui vous empêchent de faire ce que vous devrez faire. Parce que parfois, vous dites, ah oui, mais bien, vous savez, je sors une fois par semaine avec mes amis, et nous mangeons ensemble, et nous buvons, nous faisons ci, cela. Ouais, si cela vous empêche de le faire, essayez de vous organiser pour que ce soit votre jour de fête, et que cela devienne normal. C'est qu'un exemple, tout bête. Je peux pas vous donner chacune une réponse. Peut-être si vous écrivez à moi, je peux aider à réfléchir avec vous. Mais j'espère que vous êtes des milieux et vous avez tous les problèmes différents. Mais si je trouve quand même il y a plusieurs qui a le même type de problème, je vais regarder et pendant une des soirées live, on va peut-être trouver une solution. Voyez donc ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez gérer. Mais vous savez, soyez créatifs. Et beaucoup des obstacles sont dus au fait que vous avez peur de commencer. Peut-être vous avez peur de commencer parce que vous avez peur d'échouer. Et évidemment, si vous avez peur d'échouer, vous ne voulez pas commencer parce que vous ne voulez pas vous trouver en situation d'échec. Mais il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est de ne pas commencer. L'échec, c'est de ne pas essayer. Ça, c'est déjà le plus grand échec. Si vous essayez et que vous n'allez pas aussi loin que vous le souhaiterez, vous aurez au moins essayé. Et ça, c'est toujours la chose de plus importante dans la vie. Donc, quand commençons-nous? Voilà, le prochain, c'est le 27 avril. C'est ce samedi. Donc, dimanche. Pas samedi, dimanche. Voilà, dernière chose. Est-ce que ça marche? Ouais. Est-ce que ça marche? Ouais. Je vais parler de nouveau de ce que j'ai fait en janvier. Parce que même, c'était le test. Et j'avais commencé, je pesais 99,6 kilos. Presque 100 kilos. 110 centimètres autour de taille. Et moi, j'avais descendu jusqu'au 92 kilos. Ça fait plus ou moins 8 kilos, qui n'est pas mal en quelques semaines. Et je suis passé à 99 centimètres autour de taille, qui fait 11 centimètres, qui était pas mal. Voilà, l'étape suivante, de remplir le formulaire. Mais j'arrête ici parce que c'est très long. J'avais mis le lien pour le formulaire dans le commentaire en bas. Comme ça, vous pouvez consulter et vous préparer pour la prochaine émission qui va être 1 ou 2 jours parce qu'il faut bouger. Peut-être je peux arriver de sortir demain, mais en tout cas samedi c'est fait parce qu'il faut. N'oubliez pas que vous pouvez y arriver. Cela vaut la peine d'essayer. Cela vaut la peine de faire des efforts. Ça va marcher. Je vous promets, ça marche. Parce que vous êtes avec moi. Voilà. Je suis toujours optimiste. Je suis éternel optimiste. Et mon optimisme, ça marche pour vous aussi. Et ça va marcher. Donc, s'il vous plaît, likez, ça c'est franglais,
Partigez, abonnez-vous, parlez à vos amis, laissez un commentaire, je vais répondre si je peux. Faites tout ce que tout le monde sur YouTube vous demande de faire. Et on se voit la prochaine fois, donc peut-être demain, après-demain. Au revoir pour l'instant et tout bientôt.